Michel Garneau, vous êtes poète, vous avez été animateur de radio, comédien et surtout peut-être poète et dramaturge, auteur de plus de 60 pièces. Et toutes ces années-là, vous avez collaboré régulièrement avec le Centre d'essai des auteurs dramatiques. Qu'est-ce que ça a été pour vous l'essence de cette collaboration sur toutes ces années? Ben, j'ai connu le Centre d'essai des auteurs dramatiques. Je l'ai vu naître de biais, de côté, en regardant ça avec beaucoup de curiosité, de sympathie sûrement, mais beaucoup de curiosité, en me disant qu'est-ce que c'est que cette chose-là, à quoi ça pourrait servir. Euh, je suis né dans une famille, j'avais un grand frère qui était poète, puis des ancêtres qui ont fondé la littérature québécoise. Alors, je ne doutais pas un instant que je sois écrivain et que c'est ça que j'allais faire dans la vie, quelles que soient les circonstances. Mais pour moi, c'était un travail, mettons, personnel et plutôt solitaire. Je suis très, très jeune, j'ai compris par la poésie que le poète, c'est un solitaire solidaire. Hein, que vous les preniez à n'importe quelle époque, n'importe quel poète digne de ce nom, et correspond à cette définition solitaire, solidaire. Donc, la première année, je ne sentais pas du tout le besoin, moi. C'est pour ça que j'ai regardé de billets avec curiosité sympathique. Et puis, ça m'a appelé à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce que le centre d'essai s'est mis à faire des lectures de textes. Les premières années, c'était des auteurs qui lisaient les pièces et qui en parlaient avec l'auteur. Et je vous avoue que ce qui m'a accroché, c'est que Jean-Claude Germain m'a dit « Jacques Ferron va lire ta pièce ». Ah, ben là, pour moi, ça valait la peine de m'embarquer dans cette chose-là, parce que Ferron allait peut-être me dire quelque chose, et ça serait important pour moi. Donc, je suis devenu, j'ai fait partie de ce groupe-là. Et qu'est-ce que Ferron vous a dit? Ferron, je ne me souviens pas du tout de ce qu'il m'a dit à moi, parce que je me souviens juste de Wouf Wouf et de son jeune auteur qui était un être extraordinaire qui s'appelait Yves Sauvageau, et d'un discours qu'on lui a tenu sur sa pièce. Puis il nous avait regardé, il avait les yeux un petit peu croches, Sauvageau, puis ça lui donnait un regard à la fois pur et égaré, un peu comme un chevreuil surpris. Et il nous a regardés, puis il a dit, je pense qu'il y a un malentendu. Vous me parlez de ma pièce comme si c'était un commencement, puis c'est la fin de quelque chose. Et on a tous été sidérés devant la réponse de Sauvageau, que Ferron avait essayé de situer dans l'histoire québécoise. Et Sauvageau, il avait dit, non, ça ne commence pas quelque chose, ça finit. Moi, ce qu'il m'avait dit, je m'en souviens vraiment pas. Par contre, je veux citer Sauvageau. Après la lecture, ça, c'est une des belles choses qui s'est passée dans ces années-là. Il y a eu ensuite des lectures publiques. Et quand il y a eu la lecture de Wouf Wouf de Sauvageau, auquel un certain nombre de gens croyaient et d'autres pas du tout, moi, après, je suis allé voir Sauvageau, que je connaissais très peu finalement. Je l'ai mieux connu après, on a travaillé ensemble. Mais je le connaissais très peu. Alors je lui ai dit assez formellement, Sauvageau, votre texte est un grand texte. Alors, il m'a regardé puis il m'a dit, appelle-moi donc Tipit. Et il m'a dessoufflé ma balloune, mais complètement ma solennité. Et on a passé à autre chose, on a parlé, puis éventuellement j'ai travaillé avec lui, puis ça a été
une sorte d'ami et un collaborateur. Ça a été un être magnifique. Ce dont je me souviens au cours des années, moi j'ai une mémoire purement, comment je dirais, affective, émotive, pour qui le calendrier est un mystère. Mais je me souviens de moments comme ça, de très beaux moments, de gens avec qui j'ai travaillé, de gens avec qui j'ai plus que travaillé, changé, eu bien du fun. Alors évidemment, il y a eu à un moment donné un grand voyage à Paris, puis en France, avec le centre, où on est allé lire. Moi, je lisais moi-même À toi pour toujours, Tamarilou de Michel. On lisait 4 à 4, on lisait bien d'autres textes. On rencontrait le public français. Et moi, je me souviens de leur stupeur à se faire dire quelques 2, 3 ou peut-être 4 vérités par Michel Tremblay, ou de leur stupeur quand une dame, nous ayant félicité pour la joliesse de notre accent, je lui ai répondu « Madame, moi, je trouve le vôtre adorable. » Et j'ai entendu tout ce public français ravaler sa respiration. Cet être-là considère que nous, on a un accent. Est-ce tolérable? C'est des moments assez délicieux. Aller sortir de Paris, aller au Mans, où je me souviens plus, on a fait une ou deux, des plus petites villes en France, et là, rencontrer un peu les gens du public. Comment je dirais ça poliment? Assoiffés de vérité au théâtre, qu'ils ne trouvaient pas dans leur théâtre. Trop, je pense. Et qu'ils apercevaient dans le nôtre. Puis en fait, notre souci de nous ressembler au moins un peu nous amenait du côté de la vérité, nous amenait à essayer de dire des choses qui étaient, qui existaient, qui avaient une certaine solidité ou au moins un devenir. Et je pense que le public français ordinaire, je ne parle pas de spécialistes, c'est ça, je parle de public qui sont venus nous voir parfois et nous parler après, que les gens recevaient ça avec beaucoup d'étonnement, mais de beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. Ça leur semblait qu'on faisait un théâtre plus réel et pas nécessairement réaliste, comme plus enraciné que le leur, ce qui est quand même formidable, simple, étonnant, mais compréhensible. Est-ce que ce sentiment leur venait aussi du rapport des auteurs québécois, dont vous ou Michel Tremblay, avec la langue québécoise, avec votre façon d'utiliser la langue? Je pense je ne parle pas du joual seulement. Votre langue à vous est très différente de celle de Tremblay. Parce que tout ça évidemment, provoque tout le temps et depuis toujours, pas depuis les années 60, depuis le 19e siècle, de terribles malentendus. Les écrivains de tous les pays, s'ils le désirent, ont droit à toute la langue qui est parlée dans leur pays. Le joual, c'est-à-dire une langue populaire, c'est pas une invention à nous autres. Partout, c'est comme ça. Et partout, il y a des écrivains qui choisissent de dire un certain nombre de choses dans cette langue-là ou de s'inspirer de la langue populaire. Toutes les bêtises qu'on s'est fait crier, nous autres, par exemple, par les soi-disant puristes, par les braves gens qui pensaient qu'on saccageait quelque chose, ben les Américains, les auteurs américains se les a fait chanter les mêmes bêtises quelques 20, 30 ans auparavant pour exactement les mêmes raisons. S'il y a un problème qui est stérile et sans intérêt au bout du compte, c'est bien celui-là, dans le fond.
Parce qu'il cache le droit fondamental d'un poète, d'un dramaturge à utiliser, servir, rendre hommage à toute la langue qu'il peut posséder, qu'il peut connaître et qui est parlée par ses contemporains. Et moi, j'ai essayé, non pas de travailler dans un niveau de langage ou l'autre, j'ai essayé de toutes les utiliser. D'une façon plus ou moins cohérente, c'est-à-dire en disant, je ne vais pas toutes les mêler, parce qu'il me semble que là, mon projet serait un peu farfelu, mais que si à chaque fois je suis capable d'identifier à quel niveau de langage je veux travailler, ben, je risque, moi, de ne pas m'ennuyer, de m'amuser, de faire quelque chose, et que ce quelque chose fonctionne, puis qui, en passant, rende hommage aux créateurs de la langue, c'est-à-dire les gens, le monde, les gens ordinaires, ces gens merveilleux du quotidien qui se servent de la langue et la transforment constamment et la font sexée, drôle, cochonne, amusante ou extrêmement précise et surtout changeante, lui imprime tout le temps un profond dynamisme, une espèce de vague constante de changement et de retour et tout ça. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça que j'aime. Et je veux rendre cet hommage-là tout le temps. Est-ce que ce travail sur la pluralité, la variété, la richesse de la langue québécoise, c'est l'une des lignes de fond du travail et de l'impact un peu du CEAD sur la culture québécoise, d'après vous? Est-ce que c'est un lieu où vraiment on a vu s'incarner tout ce travail-là de construction? On ne peut pas ramener ça à... parce que, bon, vous avez dit langue québécoise, bon, il y a le français, les langues québécoises ou le français tel qu'on le parle ici. J'ai aussi écrit des textes qui n'ont pas d'accent, d'une certaine façon, si on veut, volontairement, pour essayer de viser quelque chose. Ça a joué son rôle là où le centre a joué des rôles, mais irremplaçables, parce que ça, on l'aurait probablement fait pareil, parce que c'est la dynamique d'une littérature. Mais là où ça a joué un rôle irremplaçable, c'est de nous amener en France, d'amener les auteurs ailleurs, de faire traduire dans plusieurs langues. Moi, j'ai vécu un voyage à New York, par exemple, où j'ai pu parler shop avec Harvey Fierstein. Bon, et c'est parler shop avec quelqu'un d'aussi spécial et d'aussi intéressant que ce monsieur-là. Torch Song Trilogy, c'est des choses comme ça, Harvey Fierstein, un bonhomme extraordinaire. Bon, on a fait des espèces d'événements ensemble, puis on a pu donc parler. Et c'est nourrissant, c'est profondément nourrissant. Et les textes, donc, certains textes ont été traduits et ont été joués à travers le monde. Et ça rebondit à un moment donné, tu t'aperçois que tel texte qui a été traduit en anglais, il y a quelqu'un de, je ne sais pas quoi, d'Argentine, qui l'a lu en anglais parce qu'il lit l'anglais, puis qui voudrait voir s'il n'y a pas une traduction en espagnol ou whatever. En tout cas, cette dynamique-là, ça a été, je pense, extrêmement important. Donc, l'une des grandes réussites du CEAD, qui a réussi à propulser les auteurs québécois et le théâtre québécois à l'extérieur de ses frontières par la traduction vers l'anglais. Oui, absolument, parce que c'est pas simple du tout. On est un petit pays, on n'a pas de légitimité. On n'avait pas voix au chapitre dans les peuples du monde. Et ça permettait aux gens... Je me souviens, pas longtemps, dans les années 60, j'étais allé à New York, puis il y avait un intellectuel new-yorkais qui m'avait dit « Vous êtes extraordinaires, les Québécois, vous êtes juste 600 000, puis on entend parler de vous. » Et je lui avais dit « Pas 600 000, autour de 6 millions. » Et il avait dit « Oh my God! » Tu sais, comme il était complètement étonné. Bon, c'est New York, c'est pas loin. Ils n'avaient aucune idée de qui on était là. Alors, ailleurs, évidemment, pour les Britanniques,
le fait que des Québécois francophones écrivent en soi était inespéré. Hein? Ils ne croyaient peut-être pas capables de ça. Bon, c'est sûr que oui, ça joue un rôle qui est utile pour la diffusion et qui fait du bien aux auteurs eux-mêmes pour pas qu'ils se sentent totalement tartes d'être des écrivains, d'essayer d'être des écrivains dans le monde. Parce que c'est évident que, par exemple, quand tu vas, je ne sais pas, dans un aéroport canadien, ou même, tu sais, je ne nommerai pas, là, c'est un gros, là, près de Montréal. Là. Dont le nom a changé récemment. Le nom est tout transformé, tout croche. Et qui a par un hasard incroyable, une petite librairie où il n'y a pas de livres québécois. Le voyageur, l'écrivain voyageur, se sent niaiseux. Se dit, on a vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on peut faire toutes sortes de choses. Le centre a aidé à nous donner une existence, tout simplement. Et juste ça, c'est extrêmement important. Est-ce que le fait pour le Centre de préserver cette réussite et ce mandat pendant les prochaines années, ce sera aussi possible parce qu'on parle de mondialisation de l'économie, mais de la culture, le terrain de jeu du théâtre devient international. On peut bien multiplier les échanges. Est-ce que le rapport de force ou d'influence va durer? Est-ce que c'est l'un des défis pour l'avenir du Centre? Je pense que les défis du Centre, c'est de rien laisser tomber de bon de ce qui a été fait, de continuer et de trouver de nouvelles choses. Pour moi, le principal défi n'a jamais été atteint d'une certaine façon. Et Daniel Gauthier, qui n'est pas loin, là, et qui s'occupe du Centre de documentation et qui sait combien de textes il y a, et qui sait qu'il y en a des très bons de ces textes-là qui n'ont jamais été joués, au Québec, et que c'est très difficile d'intéresser des jeunes metteurs en scène ou des théâtres et tout ça, à juste considérer ce corpus immense. Moi, je rêve qu'un jour, quelqu'un fouille là-dedans et voit Daniel et dit, tiens, aide-moi, on va regarder qu'est-ce qu'il y a là. Parce que je le sais qu'il y a un certain nombre de trésors. Des pièces qui n'ont jamais été jouées. C'est évident que le Centre est là pour la relève, est là pour tout, mais il est là aussi pour la mémoire. Et ça, c'est quelque chose, cette partie du Centre que les gens connaissent moins, est quelque chose d'extrêmement précieux. Parce que ça va être notre mémoire, et on pourrait s'en servir plus, ça c'est certain. Il se fait un travail avec les jeunes auteurs qui est admirable et qui est important. Un travail de coaching, un travail permettre à des jeunes auteurs, des auteurs, d'entendre leurs textes pour la première fois. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et la traduction, tout ça est important. Mais qu'on reconnaisse peut-être ou qu'on revisite et que le théâtre se penche vers la possibilité d'établir un répertoire québécois, ça serait intéressant. Et quel meilleur outil que le Centre à ce moment-là pour chercher comment établir ce répertoire-là. Parce que les pièces ou bien n'ont pas été jouées ou n'ont pas été publiées, ou sont comme passées dans le beurre, et puis tombent dans l'espèce de malaxeur du présent, qui marche constamment, et de la nouveauté et tout ça. Et de temps en temps, on apprend que quelqu'un fait pour la première fois quelque chose qui a été fait 12 fois, mais le journaliste n'est pas au courant. Vous
Vous avez déclaré il y a 2 ans à peu près que la société québécoise et que la culture québécoise souffrait d'agisme, que justement on avait tendance à faire table rase un peu trop vite, à miser sur la nouveauté, à oublier la mémoire et à ne pas laisser vieillir des œuvres de maturité qui ont besoin justement d'être vues sur la durée. Est-ce que le théâtre tombe dans ce piège? Mais oui, et à ne pas encourager et à ne pas accompagner les auteurs dans leur maturité. J'ai 67 ans. Je frôle la maturité depuis déjà longtemps, mais je la frôle de plus en plus. J'ai eu une pièce, la dernière création, c'est il y a 2 ans, Les Grenouilles piégées, à Sherbrooke. Mais comme je n'ai pas eu de pièce de jouer à Montréal depuis un bout de temps, les gens me demandent parfois, avec une belle innocence qui me donne envie de leur mettre mon poing d'en face, si j'écris encore. Ça me brûle terriblement. Je le prends très personnel, je vous en parle très personnellement. On a l'impression, quand on atteint mon âge et qu'on continue à écrire et qu'on croit, peut-être à tort, qu'on a encore des choses à dire, mais je ne peux pas croire que je suis plus niaiseux maintenant que je l'étais à 25 ans, mais en tout cas, tout est possible. Je crois que j'ai des choses à dire, mais que c'est vraiment comme je suis trop vieux, que je devrais... je reçois le message régulièrement que, ça les étonne que j'insiste. Et c'est de l'agisme, oui, et c'est de l'agisme. Quand je l'ai dit il y a 2 ans, j'étais encore moins fâché que je le suis. Je suis encore plus fâché aujourd'hui contre cette chose-là. C'est insupportable et c'est tellement niaiseux, parce que c'est tellement ignorant. Parce que beaucoup des grandes œuvres de ce monde, on les doit à des auteurs à la fin de leur vie, quand ils se ramassent et qui créent leur œuvre de maturité. Ils nous donnent des choses extraordinaires. Quel serait le rôle du CEAD devant cette avoir une aile de vieux, l'aile gériatrique. Je pense que le CEAD ne fait pas d'agisme. C'est pas le CEAD là qui est en cause. C'est le monde de la culture, les directeurs et directrices de théâtre, les metteurs en scène, et le public et les journalistes. Et notre espèce de goût de consommation de la jeunesse, notre obsession. C'est sûr, les jeunes sont beaux et fins, mais on n'est pas obligé de les manger tout de suite, là, puis de les jeter tout de suite après. C'est une société de consommation dans tous les sens du terme. Le Fonds Gratien-Gélina, oui. qui émane du centre, vous oui. a rendu un hommage majeur. Ça a fait du bien. Justement, c'était une reconnaissance. Alors... C'était une reconnaissance et ça fait beaucoup de bien, puis en même temps que c'est profondément ironique. Parce que c'est venu juste au moment où j'attendais des nouvelles d'un texte que j'ai envoyé. Alors, c'est sûr que cet hommage-là, puis qui était bien fait, puis que Marie était merveilleuse, bon, oui, ça fait du bien. D'un côté, ça compense pour le reste. Je préférerais ne pas être dans la situation dont je vous parle, cependant. Et le centre d'essai a fait tout ce qu'il peut pour m'aider dans ce sens-là au cours de ma vie. Et il y a bien des fois où, effectivement, j'ai pu pouvoir continuer parce que les choses avaient un minimum de rebondissement. C'est sûr que d'être traduit par Linda Gaborio, ça aide. C'est sûr que de voir des choses s'en aller ailleurs, ça aide. Tout aide. Parce que c'est une très curieuse entreprise, ici, au Québec, d'essayer d'être un écrivain, un dramaturge. La poésie, je ne vous en parlerai pas, ce sera pour une autre fois. Je me plaindrai de cette partie-là une autre fois.
j'ai envie de vous ramener, avant de terminer, dans le passé. Vous avez même été président, je vous rappelle des dates, Oui. 85-86. Oui, avec grand plaisir. Et j'ai lu qu'à ce moment-là, vous avez vraiment essayé de ramener ou d'amener au CEAD des auteurs majeurs qui n'en étaient pas, comme Régent Ducharme, Félix Leclerc et tout ça. Vous rappelez-vous de ce... Vous Oui, vous oui. étiez donné ce défi-là, pourquoi? Ben non, je ne m'étais pas donné de défi. Moi, je n'avais pas d'agenda très personnel, là. Je voulais juste essayer d'être un bon président. Puis, avec tout le monde, on a convenu qu'on essayait. Parce qu'il y avait un phénomène. Moi, à un moment donné, j'étais comme plus dans le centre d'essai. Je vais dire un secret historique, il m'en voudra pas peut-être. Claude Deslandes, à un moment donné, était président du Claude d'essai. Il payait mes cotisations parce que j'oubliais tout le temps. Puis, parce qu'il voulait que je sois. Puis que j'oubliais de payer mes cotisations. Puis il y a même une période où j'avais de la misère à les payer. Bon. Fait que je suis toujours resté. Puis Claude, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Ben, il dit, bon, on a besoin de toi au centre d'essai. J'étais tout étonné. Puis j'ai dit, mais tu trouves pas que je suis trop vieux? Puis là, il m'avait piqué une petite crise. Il a dit, voyons, dis pas des affaires de même. Parce qu'au départ, n'oubliez pas que ça a commencé centre d'essai des auteurs dramatiques. Puis qu'au départ, on était tous jeunes. Puis c'était une affaire de jeunes. Fait qu'à un moment donné, les gens plus vieux et les auteurs chevronnés n'avaient pas l'impression d'avoir le droit d'appartenir au centre d'essai parce que c'était une affaire de jeunes. Alors moi, j'ai dit, il faut qu'on fasse savoir à tout le monde qu'ils peuvent être membres du centre d'essai parce que c'est des auteurs dramatiques. Puis, bon, ça ne s'appelle plus le centre d'essai, puis en même temps, c'est fou parce que le E est resté là, mais en tout cas, ça, c'est votre problème. Mais au centre des auteurs dramatiques, tous les auteurs dramatiques qui le veulent doivent pouvoir en profiter s'ils en ont besoin. Mais c'était pas, on ne sentait pas ça. Alors moi, c'est sûr, j'ai essayé de faire ça, comme j'avais essayé, ce dont je viens de parler à propos du répertoire, mais j'avais essayé aussi un peu qu'on fasse savoir aux metteurs en scène et aux directeurs et directrices de théâtre qu'il y avait un corpus théâtral important qui pourrait peut-être au moins lire une fois dans leur vie. Parce que le vrai lieu de mémoire du théâtre québécois, c'est ici, c'est le centre. Bien, c'est le seul de cette façon-là, c'est-à-dire au niveau du texte, au niveau de toute cette expérience. Il y a d'autres choses qui ont d'autres documentations qui ont été réunies, mais c'est sûrement la plus importante et la plus utile et probablement la plus facile, parce que c'est accessible. Je veux dire, j'ai jamais rencontré un jeune auteur sans lui dire « Es-tu membre du centre? » Puis s'il n'était pas membre, de lui dire « Deviens membre. » C'est évident. C'est utile pour les auteurs. Puis entre autres, je lui disais, entre autres, tu vas pouvoir lire des textes d'autres auteurs québécois. Parce qu'on n'est pas éduqué dans ce sens-là. Et on a fonctionné d'une curieuse façon avec des grands modèles qu'on utilisait de deux façons. On était pour ou on était contre. Michel Garneau, de toutes ces 60 pièces, plusieurs ont été lues, ont été montées, ont été jouées à l'étranger par toutes sortes de gens, mais vous-même, vous avez lu certains de ces textes. Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous revient? On parlait des guerriers à Limoges vers la fin des années 80. Racontez-nous. Oui, les guerriers à Limoges, ben, ça avait un charme particulier parce que cette pièce-là, qui n'a pas été jouée par lui, le personnage qui s'appelle Gilles dans la pièce, c'est Gilles Renaud, je l'avais écrit pour lui. Paul, c'était Paul Savoie, mais il ne pouvait pas être là. Alors, Gilles a lu Gilles, j'ai lu Paul, et Hélène Dumas, qui était la directrice du centre, je lui ai demandé de lire les didascalies. Et j'ai vu dans son œil comme, oh, un quart de seconde d'hésitation. Oh oui! Puis c'était un très joli moment pour moi d'être avec mon copain Renaud,
de lire avec lui ce texte, avec Hélène Dumas, qui était notre directrice. Et à Limoges, dans ce festival qui s'appelait encore De la francophonie, jusqu'à temps que, pas moi tout seul, on était quelques-uns, on s'est adressé publiquement à M. Lang, qui était le ministre de la Culture, puis on lui a dit, Monsieur, c'est pas la francophonie, c'est les francophonies. Il faudrait changer le nom de ce festival-là. Parce que quand vous dites la francophonie, on a l'impression qu'il faut tout aller en France pour être francophone. Il y a des francophonies différentes à travers le monde. La mienne n'est pas celle de Ouagadougou, puis c'est pas celle de Paris. Alors, ça devrait s'appeler le Festival des francophonies. Et on était quelques-uns, on a fait cette sortie-là avec énormément de plaisir et pas mal de verve, et on a été très étonnés que l'année d'après, ça s'est appelé le Festival des francophonies. Ça a marché, notre affaire. Oui, j'ai des beaux souvenirs comme ça de lecture, surtout quand ça a donné plus tard une production. J'ai des moins beaux souvenirs de lecture qui n'ont pas donné leur production, puis je ne sais pas pourquoi. Puis évidemment, pour un auteur aussi timide que moi, le fait qu'une pièce me reste sur la tablette ou dans le tiroir, ça m'énerve bien gros. Puis je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Es-tu vraiment mauvaise? Es-tu en avant de son temps? Ils vont la jouer. Ils vont encore attendre que je sois mort pour jouer celle-là. Ça m'énerve bien gros. Fait que des fois, j'essaie de les ressortir et de dire, mais pourquoi vous ne montez pas ça? Avec de fâcheux résultats. Mais les lectures qui ont mené à des productions, évidemment, c'est extrêmement plaisant. Pas parce que ça me flatte, parce que ça permet de retravailler à chaque fois. Parce qu'à chaque fois que surtout si tu le lis toi-même en public, tu sens exactement le poids de tes mots, tu sens exactement que, oups, là, il y a quelque chose d'un petit peu long, on sent que l'énergie, ou là, ça pourrait être plus fort, c'est pas le bon mot là, tout ça. Et le lendemain, rapidement, généralement, tu es bon pour une bonne réécriture. Moi, je pense pas que j'ai jamais fait une de ces lectures publiques ou entendu un de mes textes lus sans que je me précipite dessus après pour le retravailler. Les lectures, ça peut, c'est pas toujours, je sais pas si c'est comme ça pour les autres, mais pour moi, c'est un outil de travail. Et le Centre m'a donné de très beaux moments de cet outil de travail avec des petits fions comme la présence d'Hélène Dumas. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous ne cesserez pas non plus. Michel Garneau, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci.